Les responsables de l'aéroport de San Pedro ont procédé hier au déguerpissement du site appelé Plaque Air-Ivoire. Il est situé dans le domaine aéroportuaire. L'avion Boeing 747 MAX d'Ethiopian Airlines s'est écrasé le 10 mars dernier, faisant 157 morts. Les pilotes du vol ont respecté à plusieurs reprises les procédures, mais ne sont pas parvenus à reprendre le contrôle de l'appareil selon les autorités éthiopiennes. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les responsables de l'aéroport de San Pedro veulent étendre et moderniser cette infrastructure, mais avant, ils doivent assainir et sécuriser son environnement. Ils ont donc procédé hier au déguerpissement du site dénommé Plaque Air-Ivoire, situé dans le domaine aéroportuaire. On en sait plus avec notre correspondant à San Pedro, Sam Kono. Cette dame en train de ranger ses affaires est contrainte de quitter sa baraque. Une opération de déguerpissement est en cours. Comme elle, les habitants du quartier précaire Plaque Air-Ivoire, situé dans le domaine aéroportuaire, ont été réveillés ce mercredi matin par le bruit des machines. La mairie de San Pedro procède à la démolition des habitations situées sur le site de l'aéroport. Une opération qui fait grincer des dents. Nous sommes venus, ils disent que tout le monde n'a pas parti. On n'a pas donné aucun place. On est parti voir le maire, on est parti voir le préfet. On dit, il n'y a rien dit, il n'y a pas de place pour nous. On ne sait pas où on va partir aujourd'hui. On nous avait informés avant, mais nous, on a apprécié pour donner qu'à attendre la vacance. Là, au moins, si les enfants, ils vont donner congé à les enfants, on va voir où on va rentrer. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voulez qu'on rentre voir nos enfants? On est obligé de rentrer au village. Or, nous sommes en classe des examens pour passer les examens pour aller en classe supérieure. Et pourtant, lors de sa récente visite de travail à l'aéroport de San Pedro, le directeur général de la Sodexam s'est exprimé sur la question sur nos antennes. En termes de sécurisation de cette plateforme, nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. En tout cas, pour les responsables de la mairie de San Pedro, le problème des recasements ne se pose pas. C'est une opération qui devait se faire depuis plus de 20 ans. Il y a eu des courriers qui ont été mis, il y a eu des réunions qui ont été faites avec la population des chefs de quartier qui ont donné leur accord. C'est un site qui est très dangereux. On ne peut pas permettre à une population d'habiter là. C'est aussi de l'aéroport. L'aéroport réclame son territoire et nous avons demandé aux habitants du quartier depuis plus de 20 ans de libérer les lieux. Et les premiers habitants sont partis. Il y a des sites de relogement qui ont été prévus pour la population. L'aéroport de San Pedro, depuis la rénovation de sa piste d'atterrissage, ce sont 8 vols par semaine avec près de 800 passagers transportés. Le SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire de Yamoussoukro est à la recherche de financement en vue d'appuyer des programmes en faveur des enfants orphelins et vulnérables, mais aussi pour procéder à la rénovation des SOS Village d'enfants d'Aboisseau. L'équipe nationale de management s'est réunie récemment pour plancher sur ces questions. Autre sujet abordé lors de cette rencontre, le problème de l'employabilité des diplômes sortis des SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. Soro Corona. Pour l'année 2019, la question du financement des programmes à partir des ressources financières mobilisées sur place reste le défi majeur à relever par SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. 90% des ressources de ces structures proviennent de l'extérieur, toute chose qui limite la prise en charge de nombreux enfants. Nous devons travailler à améliorer justement notre contribution nationale. Et pour ça, nous sommes en train de travailler à une stratégie de communication et de collecte de fonds, parce que nous sommes trop dépendants de l'extérieur et cela nous limite un peu dans les prises de décision et dans les orientations que nous devons donner à notre intervention. Rénovation des SOS Village d'enfants d'Aboisseau et amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés sortis des villages SOS d'enfants Côte d'Ivoire. Des défis que veut relever l'ONG SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire en cette année 2019. À Yamoussoukro, l'équipe nationale de management de ces structures a tenu sa première réunion de coordination. Occasion pour les responsables de cette ONG spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables et orphelins de faire le bilan des activités de 2018. Nous avons considérablement apporté une valeur ajoutée dans la vie de nos bénéficiaires.
nous avons initié des activités dans la communauté en termes de développement communautaire. Et nous avons touché un peu plus de 13 000 personnes aujourd'hui dans nos interventions. SOS Village d'enfants existe en Côte d'Ivoire depuis 1971 avec 3 villages, Abobo, Abouasso et Yamsoukro. Les femmes sont toujours à l'honneur après le mois de mars qui leur était dédié. 90 veuves ont reçu récemment au cours d'une cérémonie des congélateurs et des machines semi-industrielles pour la vente d'eau. Un don estimé à plusieurs millions de nos francs. C'est une manière de contribuer à l'autonomisation de ces femmes à faible revenu, comme nous l'expliquent Guillaume Zéré et Pagasso Roconi. Des congélateurs, des machines semi-industrielles pour la vente d'eau, de boissons et de jus de fruits. Le don de l'ONG Petraroc, destiné à ces 90 veuves venues d'Azaguié, d'Adzopé, de Divo et de certaines communes du district autonome d'Abidjan. Il s'agit pour l'ONG, fondée par STFPE, de contribuer à l'épanouissement de ces femmes à faible revenu. La mission de Petraroc, c'est de redonner l'espoir à la femme veuve qui a perdu son mari et tout. Et aussi dit à la femme de ne pas baisser les bras, de se lever et de se mettre au travail. Donc, Petraroc travaille pour l'autonomisation de la femme. Déjà bénéficiaires des chambres froides pour le commerce de poissons, ces veuves issues de cette section de l'ONG donatrice sont heureuses. Pour elles, comme pour les invités, le geste de l'ONG Petraroc est un acte hautement salutaire. On a reçu beaucoup d'argent et puis on a donné pour faire commerce. Bon, on a bénéficié dedans. Bon, et puis il nous a donné un consolateur aussi. 2 consolateurs. Quand nous regardons à la parole de Dieu, elle est en train d'agir dans le sens vraiment de ce que Dieu a recommandé. Assister, aider des femmes veuves, des femmes qui ont perdu un être cher, c'est-à-dire leur mari. Fondée il y a une dizaine d'années, l'ONG Petraroc œuvre dans le social. Sa mission, donner de l'espoir aux plus vulnérables en trouvant un toit aux veuves et une formation adéquate aux orphelins. Les 7 sections de veuves récipiendaires du jour font partie des 15 sections que compte l'ONG sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse africaine, migration, faute d'emploi, voici la thématique principale des assises du week-end annuel de la Fondation Mo Ibrahim, édition 2019 qui a débuté ce matin ici à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à cette rencontre. Selon l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine, publié le 29 octobre 2018 à Dakar, la Côte d'Ivoire est passée de la 41e à la 22e place, enregistrant ainsi sa meilleure progression entre 2017 et 2018 avec 12,7 points. Je rappelle que l'Ibrahim Gouvernance Weekend se tient une fois par an et est à sa 12e édition en Côte d'Ivoire. En culture, on s'intéresse à une plateforme artistique et culturelle qui vise à promouvoir les spectacles professionnels et les animations pour le jeune public de 0 à 16 ans. Il s'agit du marché international Jeune Création d'Abidjan. C'est l'Institut Goethe à Cocody qui a abrité aujourd'hui la 4e édition. Rosemonde Kini, Dangui Dangui. Je suis arrivée dans le village des faiseurs de rêves. Je suis allée voir le grand-père. Conte, spectacle lumineux, danse contemporaine et théâtre numérique. Nous sommes au marché international Jeune Création d'Abidjan, plateforme permettant aux jeunes publics de 3 à 16 ans des différentes écoles d'Abidjan de s'imprégner des valeurs artistiques. J'ai aimé les couleurs aussi. J'ai vu que les couleurs se sont fâchées contre la reine et ensuite la reine était triste. Ce qui m'a plu, c'est quand elle était contente. J'ai retenu qu'il ne fallait pas être méchant et puis il fallait être gentil après les autres. L'innovation de cette 4e édition est le théâtre numérique. Cet art dramatique d'une compagnie tunisienne se joue à base du sable et d'une caméra. Le travail est essentiellement avec la technique de dessin sur sable. Pour les autres composants, on utilise un peu de la musique, un peu un narrateur, un spectacle qui présente un conte du petit ogre.
qui incite les enfants à s'ouvrir vers le monde, vers les autres cultures. Éducation artistique et développement durable, c'est dans ce cadre que s'inscrit la compagnie du Manlé, initiatrice du marché international Jeune Création d'Abidjan. C'est une forme pour nous de créer une animation au niveau des tout petits, donc essayer d'éduquer les plus petits dans le domaine des arts et de la culture. L'Afrique en général souffre d'un souci de public. Je pense que c'est parce qu'on ne fait pas très attention à ces enfants-là qui demain constituent un public important. Donc il y a tant de festivals, mais je pense que chaque festival doit avoir son idéologie et puis son objectif. Nous, on a décidé de sensibiliser le public là depuis le bas âge. La 4e édition du marché international Jeune Création d'Abidjan prend fin le 6 avril 2019. Sous d'autres cieux, le rapport préliminaire sur l'accident du vol d'Ethiopian Airlines qui a été rendu public ce jeudi 4 avril. Le crash de l'avion qui devait relier Addis Abeba à Nairobi avait fait 157 morts le 10 mars dernier. D'après l'enquête, les pilotes ont suivi toutes les procédures d'urgence recommandées par Boeing. C'est la ministre éthiopienne des Transports qui s'est chargée de l'annonce. Selon Dagmawit Moges, l'appareil était qualifié pour voler et les pilotes également. Ce dimanche 10 mars à 8h38 du matin, le décollage s'est passé dans des conditions normales. C'est ensuite que les choses se sont compliquées. Les données d'un site spécialisé montraient un avion qui gagne et perd de l'altitude à une vitesse importante. Selon la compagnie Ethiopian Airlines, le pilote avait demandé à rentrer car il ne contrôlait pas l'avion. Et d'après les toutes premières analyses des boîtes noires, le capitaine Yared Getachew a bien suivi toutes les recommandations de Boeing pour tenter de reprendre le contrôle. Après une série d'opérations militaires pendant 1 an et demi dans le Liptako, dans le nord-est du Mali, la force française antiterroriste Barkhane étend son champ d'action de l'autre côté du fleuve Niger, dans la zone adjacente du Gourma, frontalière du Burkina Faso. Objectif, permettre à ses troupes de prendre pied dans cette zone aride. Rosemond Kini, Doigt de Laser. Une base en travaux à 100 km à l'ouest de Gaou. C'est ici, près de Gossi, que la force Barkhane entend accueillir quelques centaines de militaires pour se déployer dans le Gouma malien, non loin de la frontière du Burkina Faso. Une société malienne réalise des forages. L'eau est une priorité pour une base opérationnelle avancée ou boîte. Ce jour-là, pas d'eau pour les douches, les citernes sont vides. Donc c'est une zone qui est avec des douches de campagne, des toilettes de campagne et quelques lavabos. Donc c'est une zone qui va s'étoffer au fur et à mesure de la montée en puissance de la BOAT, mais qui est pour l'instant amplement suffisante pour des bons soldats rustiques qui aiment être sur le terrain. Pour prendre pied dans cette nouvelle région de Gouma, il faudra une plateforme pour les hélicoptères. En attendant la fin des travaux, les imposants Chibouk se posent loin du camp, sous haute surveillance. Depuis 18 mois, la force Barkhane combat surtout dans le Liptako, à la limite entre le Mali et le Niger, notamment contre le groupe Edge, l'État islamique au Grand Sahara. Le Gouma, où l'armée française compte étendre ses forces, constitue un sanctuaire pour plusieurs groupes armés, selon le commandant de la force Barkhane. Ces zones frontières sont évidemment les endroits les plus recherchés par les terroristes pour pouvoir mener leurs actions. Il n'y a pas mieux qu'une zone frontière pour pouvoir passer de l'une à l'autre et trouver refuge. Donc le Gourma représentait pour nous toutes les conditions requises pour être efficace. Située sur la RN16, l'axe routier Bamako-Gao, la ville de Gossi est un carrefour économique qui accueille chaque semaine un grand marché au bétail. Depuis mi-janvier, les équipes de Barkhane y patrouillent dans la rue commerçante. Notre but ici, c'est bien à la fois de redonner à la population la capacité de vivre, de circuler normalement et d'être libre, et tout en poursuivant nous, à notre niveau, notre lutte contre le terrorisme. Gossi étant le poumon économique de la région, les groupes armés terroristes, comme tout le monde, ont besoin de se ravitailler, et donc ils essayent de profiter de tout ce qu'offre Gossi pour se ravitailler. Donc c'est bien notre priorité ici, de les en empêcher. La présence de Barkhane se traduit déjà par ce puits rénové dans le cadre des opérations civilo-militaires. Les serpents avaient élu domicile de manière naturelle dedans, donc il y a eu tout un travail d'effectuer pour les enlever,
un pompage continu de l'eau pour assécher le puits afin de réaliser les travaux. Une façon pour les militaires français de gagner la confiance de la population, une mission qui prendra du temps. Les rapports de force dans cette zone du Mali restent complexes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à demain, même heure.